Les policiers du 18, ils m'ont fait la misère. Je suis au PJ, je fais ce que je veux. Si je veux, là, je te fais une aide, je vais faire quoi? L'obsession identitaire même de ces dernières années, moi je trouve que c'est un peu trop. Ça dérange qui et pourquoi qu'il n'y ait que des noirs et des voilés? Et pourquoi quand c'est nous qui entreprenons et qui recrutons des personnes qui se font rejeter de partout, ça dérange? J'apprends que des gamins au lycée se font tabasser ou ont peur de venir au lycée et doivent prendre 10 000 précautions, faire des détours et autres. Je me dis mais on est dans quelle société en fait? En tant que femme de banlieue, c'était soit la nonne, soit la pute. En fait, il y a un lien entre la colère qui s'est exprimée et la question sociale. Ceux qui ne veulent pas régler les problèmes, ils font comme s'ils n'existaient pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Deep. Aujourd'hui, je suis avec 3 nouveaux invités pour parler d'un nouveau sujet de société au cœur de l'actualité. Il y est d'ailleurs depuis très longtemps. On n'a pas trop l'impression que ça bouge. On va parler des banlieues. Est-ce que c'est une richesse sociale ou une fracture sociale? Aujourd'hui, on en discute tous ensemble. Je suis avec 3 invités, comme je vous l'ai dit. La première, c'est Adinaya. Adinaya, tu as commencé dans le 93. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise de cosmétiques qui est bientôt internationale en plus, je crois. À côté de toi, on a Amelia. Tu t'es fait tout seul, est-ce qu'on m'a dit. Aujourd'hui, tu travailles avec des grands noms du rap français, comme Frénétique, comme L2B ou Casa. C'est ça. Et tu es un réalisateur de clips. C'est un peu de tout, mais prioritairement des Tout à l'heure, tu clips. nous donnes des tips et tout, genre à 2 doigts d'aller derrière la caméra. Non. Et enfin, on a aussi Nedjib Sidi Moussa. Donc toi, tu vas être un peu là pour nous parler aussi de l'éducation, puisque tu es prof dans le secondaire en banlieue. Et tu as surtout écrit un livre qui s'appelle, qui est juste ici avec moi, donc Le Remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue. Donc c'est un sujet qui te tient un petit peu à cœur, il me semble. Ouais, c'est un peu mon quotidien. Je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est vrai que moi aussi j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans le 93 et dans le 92, Gennevilliers, Épinay-sur-Seine, tout ce tintouin-là. Vous aussi du coup en banlieue. Toi Nedjib, je crois que tu n'as pas grandi en banlieue. Non, j'ai grandi dans le nord de la France et ensuite je suis venu à Paris, en région parisienne, pour mes études. Et voilà. C'est là que tu as vu un petit peu le contraste, du coup. Un peu, ouais. Tu pourras un peu nous expliquer. Ouais, si tu veux. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu où est-ce que vous avez grandi, Adinaya et Amelia? Ouais, donc moi j'ai grandi à Villepinte, dans le 93. J'estime avoir bien grandi. J'ai grandi en cité, mais c'était pas non plus une cité hyper chaude comme peuvent le décrire les médias. En tout cas, moi j'en avais pas forcément conscience. Et ensuite, quand je suis partie au lycée, là c'était un peu plus différent parce qu'en fait à Villepinte, du côté où j'habitais avant, on était un peu entre nous, donc plus la communauté noire, arabe, etc. Et le lycée où j'étais, c'était un peu plus mixte, il y avait plus de blancs, plus d'asiatiques, et c'était des personnes qui habitaient en maison, alors que nous, on était en cité dans des bâtiments. Donc là, les mentalités étaient différentes et il a fallu s'adapter, mais... Et tu le ressentais, du coup, cette différence-là, des personnes qui étaient en pavillon, des autres personnes, il y avait une sorte de... Ouais, il y avait un contraste, rien que dans la façon de parler, dans la façon de s'habiller, le style de musique qu'on écoutait, enfin, il y avait plein de choses qui étaient différentes, on n'avait pas forcément les mêmes délires. Je ne vais pas dire que j'étais un peu complexée, mais c'est vrai que je me disais, en fait, on ne parle pas du tout de la même façon, on n'a pas les mêmes délires, genre eux, ils avaient des blagues auxquelles moi, je rigolais pas forcément. Pas le même humour. Ouais, pas du tout le même humour. Je me rappelle aussi dans ma classe, il y en avait qui étaient à fond dans les séries Twilight. Ouais. Moi je connaissais pas du tout. Genre elles lisaient grave des bouquins. C'est des cultures différentes. Voilà, c'était vraiment des cultures différentes. Après, je pense que j'ai pas forcément eu de difficultés à m'intégrer parce qu'aujourd'hui j'ai encore des amis de cette classe-là. Mais sinon en soi, je pense que ça m'a apporté de côtoyer ce milieu-là. Ça m'a permis de voir un milieu différent de ce que j'avais connu. Mais sinon... on pourra en parler après de tout ce que ça apporte aussi. Je pense que ça forge les mentalités. Il y a aussi pas mal de côtés positifs à grandir dans ce genre de quartier-là. T'en parlais, c'est des environnements vachement cosmopolites. Et ça, je pense que pour l'ouverture d'esprit, c'est quand même pas mal. Même si paradoxalement, on nous taxe souvent d'être refermé sur nous, je pense qu'on sait s'adapter. Moi j'aime bien dire qu'on a plusieurs casquettes ou même qu'on est bilingue. On sait parler plusieurs... je sais parler le 93 et je sais parler le parisien, tu vois, c'est... je me dis, où est-ce que je peux le dire. Et du coup, toi, Amelia, t'as grandi où? Moi, j'ai les parents séparés. Ça fait, du côté de ma mère, je suis du côté de Dreux, dans le 28, c'est collé au 78.
pareil, hein, dans un quartier, donc bon, de ce côté-là, c'est un peu plus réputé pour autre chose, mais bon. Et après, du côté de mon père, c'était du côté de Champigny, Ok. du coup, dans le 94. Et donc, ouais, j'ai grandi vraiment classique, hein, depuis tout petit jusqu'à toujours à présent. Ma mère, elle habite toujours dans mon quartier à Dreux. Ma famille paternelle est toujours dans le 9-4 à Champigny. Donc, ça fait que jusqu'à aujourd'hui, hein, ça m'arrive d'être encore, que ce soit à la cité, soit à Champigny, que ce soit au quartier à Dreux. C'est Donc, resté un mode de vie. bah, en fait, c'est plus comme avant. Quand on est jeune, on est tout le temps dehors. Mais plus on grandit, plus on essaie de s'éloigner un peu. Mais ça fait partie de nous. Ouais. Ça fait... Quand on est trop éloigné, bah, faut qu'on revienne. Des fois, Ça manque un petit peu. tous ensemble, on se dit, ah bon, venez, on rentre tous, on se voit, on se pose. L'été, par exemple, les barbecues, tout. Donc, ça fait partie de nous, en soi. Donc, en vrai, Mais on a envie de sortir de la cité pour avancer, s'élever, c'est mais on n'a ça. pas envie d'oublier. Mais c'est c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, toi, Nedjib, où est-ce que tu enseignes en ce moment? Alors, j'enseigne en proche banlieue, je dirais dans ce qu'on appelle pudiquement des quartiers populaires. Mais de fait, en fait, je fais des remplacements depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et j'ai été affecté, nommé essentiellement dans ce qu'on peut appeler le ghetto français, hein, pour dire les choses sans stigmatiser, mais c'est comme ça. C'est ce que c'est. Voilà. On est à la fois en fait dans une des régions les plus riches du monde. On est dans la région la plus riche de France, clairement. Et dans le même temps, c'est celle où il y a les plus grosses différences, les plus gros contrastes. Donc à côté de ghettos de très très riches, il y a des ghettos, des poches de très très grande pauvreté. Et en fait, ça, mes élèves, en règle générale, soit ils le ressentent, soit ils en parlent, ou alors ils veulent s'en échapper, ou alors ils le subissent d'une certaine manière. Mais c'est quelque chose qui est très violent, surtout quand, comme moi, on vient pas de ce monde-là. Et pour être très bref aussi, moi j'ai grandi dans une famille ouvrière, populaire, modeste, d'origine algérienne. J'ai grandi en cité aussi dans un premier temps, mais mon père, je pense comme beaucoup aussi d'ouvriers immigrés, avait envie de mettre un toit sur la tête de ses enfants. Donc dès qu'il a pu, à un moment donné, il s'est endetté à vie pour acheter une petite maison. Ouais, en fait, on a tous été confrontés, peut-être qu'après on reviendra sur l'école, etc., à l'expérience de la minorité. Tu as été dans un parcours qui t'a donné la possibilité de te frotter à d'autres gens, et c'est bien. Je pense que c'est vachement important. Moi, pour ma part, c'était à peu près la même chose. J'ai été dans le meilleur lycée de mon arrondissement. J'ai été plutôt dans les bonnes classes, parce que quand on était au collège, hein, quand les oncles et les tantes étaient passés par là, ils me disaient oui, prends allemand deuxième langue, prends latin. Comme ça, tu vas pas te retrouver dans les classes poubelles. Et le jeu à chaque rentrée, c'était quoi? C'était, quand on me posait la question, dans ma famille, il y a combien d'Arabes dans ta classe? Et souvent, voilà, on était la petite minorité, en fait. La petite minorité d'enfants d'ouvriers, d'enfants d'immigrés. Et puis, on savait, parce qu'on a été éduqués comme ça, qu'il fallait bosser plus que les autres. Il fallait pas être troisième de la classe, il fallait pas être deuxième, il fallait être premier. Parce que moi, j'ai été élevé comme ça, parce que même si tu es premier, tu n'es pas sûr de réussir. Parce qu'on ne te donnera pas les mêmes chances. Tu n'as pas vécu la discrimination directement de quartier populaire, mais tu as vécu la discrimination que beaucoup de personnes à quartier populaire vivent, c'est sur les origines et d'où tu viens en fait à la base. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, c'était un peu à l'inverse, je pense que peut-être que c'était pareil. On ne comptait pas les Arabes, mais on comptait les Blancs. Pareil. Dans ma classe. Pareil. Je crois qu'en 6e, j'en avais 0, en 5e, peut-être 1. Et c'était des personnes qu'on ne voyait pas. Et du coup, on est très stigmatisé par alors qu'on est juste à côté. Hein. Moi, j'ai grandi à Épinay, à côté, il y a Enghien. Il y a des lycées privés où c'est que des blancs et on est très stigmatisé par eux. Et nous, je ne sais pas si c'est une réponse automatique, mais on les stigmatisait aussi un petit peu. Où du coup, on est en mode, leur délire de blanc. Ça en devenait méchant, mais c'est parce qu'on ne connaissait pas. Et moi, je sais qu'avant de faire, on pourra en parler après du supérieur et tout, j'étais un peu terrifiée de me dire, moi, je vais aller sur Paris, pareil, je rigolais pas avec eux, j'avais pas les mêmes délires. Ils avaient tous des sacs de marque et moi, j'en avais pas. Et je disais à ma mère, non, moi, je suis bien dans le 93, là, c'est cool, on se connaît tous. Mais on pourra en parler de cette adaptation qu'on a juste après. Et tu disais, vous avez parlé tous un petit peu de votre enfance avec vos parents. Je pense que les parents, ils mettent tous un point d'honneur à ne pas nous faire ressentir qu'on est peut-être dans une précarité ou en dessous de la moyenne de richesse en France. Est-ce que vous vous rendiez compte quand on est petit, ou l'innocence fait qu'on met un peu de temps, c'est quoi l'adolescence qu'on se rend compte qu'on grandit en banlieue? Ouais, franchement, quand
t'es petit, tu t'en rends pas compte. Mm. Surtout que moi, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai de la famille aux États-Unis. Du coup, on m'envoyait aux États-Unis durant les vacances d'été. J'ai resté 2 mois, parfois 1 mois, 2 mois. Et c'était un truc de fou. Genre, dans ma cité, quand je partais aux États-Unis, il y avait de la jalousie. Genre, ouais, elle va en vacances, nous on est là. Mais ouais, je me rendais pas forcément compte déjà de cette chance. Et pour moi, c'était pas. Enfin, j'ai pas vécu dans la précarité. J'ai toujours vu mes parents bosser. Mes 2 parents ont toujours travaillé. Ils se levaient hyper tôt. Mon père, il partait de la maison à 5h du matin. Il rentrait le soir à 21h. Ma mère, pareil, elle travaillait du matin au soir. Et moi, j'ai pris ça comme justement un exemple. Et j'ai su que dans la vie, si tu voulais réussir à faire ce que tu voulais, bah, il fallait que tu bosses, tu vois, que tu charbonnes. Donc mes parents ont été un exemple et de les voir travailler ainsi, pour moi c'était normal et ils se donnaient du mal pour qu'on vive bien. Moi, j'ai été élevé par une mère, hein, parce que j'ai grandi du côté... Enfin, étant petit, j'ai grandi du côté de ma mère. Comme elle a dit, hein, franchement, j'estime que ma mère, elle a tout fait. Franchement, moi, c'est mon exemple de vie, c'est mon modèle, c'est ma meilleure amie, c'est tout. Franchement, elle a très bien fait. Après, par rapport à est-ce qu'on le ressent quand on est petit, je dirais non. Moi, pourquoi? Parce que moi, en fait, ma mère s'est toujours débrouillée pour que chaque été, j'aille en fait dans mon pays natal, parce que je suis né au Congo. Donc, quand j'y partais au Congo, je voyais vraiment la réalité des choses, de ce qui est vraiment la précarité, la pauvreté. Et, exactement. Et quand je revenais, du coup, bah, dans mon quartier, bah, pour moi, limite, c'était du luxe, en fait. Donc, j'avais pas encore cette idée de me dire, voilà, là où je vis en France, c'est la pauvreté, parce que je voyais depuis tout petit ce que c'était le Congo, entre guillemets. Mais mis à part ça, c'est plus ouais, du côté de l'adolescence qu'on voit vraiment que le quartier, la cité, c'est... C'est quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent quand même, on ne peut pas se mentir. À partir du lycée, je pense. Moi, c'était en BTS, en alternance. Moi. Du coup, mon école, elle était sur Paris. Et j'ai travaillé dans une grande entreprise, c'était CNP Assurance. J'étais la seule noire, je crois, de mon étage. Et c'est là que je me suis rendu compte que... Enfin, même rien qu'au moment où il fallait postuler, en fait. Le fait que je sois noire, que j'habite dans le 93, et à ce moment-là, je commençais à porter le voile. C'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Et toi, du coup, c'est à partir Ouais, moi, c'est à partir du lycée. Je me rappelle, on était tous dehors. Je crois que j'étais en première, moi. On était tous dehors et on réalisait, en fait. On s'était dit, mais les gars, en fait, là où on vit, c'est chaud, en fait. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit précédemment, arrivé au lycée, moi, personnellement, primaire, à tout casser, il y avait 2 blancs dans ma classe. Et sans mentir, avec du recul, c'est méchant ce qu'on faisait quand on était petits. On les mettait de côté, ils n'avaient pas le droit de jouer avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans le sens où, en fait... C'est des bolos, c'est horrible à dire et vraiment ne le faites pas parce que c'est pas bien et nous on n'aimerait pas qu'on le fasse. En fait, on était tous du même quartier. Ça veut dire, tous ceux qui étaient dans ma classe, que ce soit filles, garçons, on connaissait leurs parents, ils connaissent nos parents. Donc ça fait, nous on s'est renfermés entre nous. Nous on s'est dit en fait, bah, on est une famille, mais eux on les connaît pas. Ils habitent un peu plus loin. Dans un quartier pavillonnaire. Voilà, donc ça fait, on vous connaît pas. Pourquoi vous voulez jouer avec nous? Parce que nous, après l'école, dehors on est ensemble, mais vous on vous connaît pas. Et puis, clairement on disait, vous êtes pas comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait, mais c'est plus au lycée. Au lycée quand on commence à voir que voilà, il y a plus de personnes, plus de blancs, d'autres mentalités et tout, et qu'on voit comment eux ils vivent, parce qu'après on s'intègre, on s'ouvre, on est plus petit. C'est vrai parce que là, je trouve que la question des origines, j'ai l'impression que c'est la première question. Enfin, c'est comment tu t'appelles et tu viens d'où. Je sais pas si c'est spécifique aux banlieues parce que j'ai pas fait, c'est dans le supérieur, mais là on nous demande de quelle origine on est juste quand on est un peu basané, c'est encore différent. Mais je sais pas d'où ça vient à votre avis de cette quête d'identité. J'ai l'impression quand on est en banlieue, pourquoi on se rattache fort à ça. Moi je me rappelle dans mon collège, il y avait à un moment donné, ils faisaient comme des bagarres, genre il y avait les noirs, les rebeux, et chacun avait son FC, et ils devaient se taper dessus, et qui allait gagner. Et il y avait cette fierté en fait de représenter chacun son origine. À votre avis, pourquoi on se rattache à ça? Est-ce que c'est parce qu'on se sent rejeté par le reste de la France inconsciemment, déjà à cette époque-là? Sur ce type de rivalité, je pense, c'est plus dans un délire où nous, on était mis de côté, les Noirs et les Arabes.
Et étant mis de côté, moi, de ce que je pense, hein, parce que, comme tu l'as dit, moi, au collège, on l'a vécu, hein, des bagarres entre nous. Pas, C'était des bagarres infantiles. c'était bagarre infantile, hein, c'était pour rire, bagarres, mais c'était souvent, venons, on fait les noirs contre arabes, tout ça. Je sais pas pourquoi, dans toutes les cités, ça existe, je sais pas pourquoi. On se passait pas le mot, et pour Mais c'est que les garçons, hein, mais- on est tranquille. Pourquoi cette différence, vraiment, je ne saurais dire, mais je pense que c'était juste, oh, je ne saurais même pas dire pourquoi. C'est venu, C'est naturel. ouais, naturel. Après, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est naturel, ça. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est naturel. En tout cas, je pense que ce qui est naturel, c'est d'avoir envie de faire partie d'un groupe. Et donc, si tu fais partie d'un groupe, en règle générale, tu t'opposes à un autre groupe. L'obsession identitaire, même de ces dernières années, moi, je trouve que c'est un peu trop. C'est mon point de vue. Certains ont le droit d'avoir une autre sensibilité. Je trouve qu'à chaque fois, de dire, moi, je parle en tant que... Moi, je préfère parler en tant que ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Pas forcément qu'est-ce que je suis, parce que ce que je suis, moi, la façon dont je me définissais quand j'étais ado, quand j'étais jeune homme, quand j'avais à peu près votre âge et maintenant, c'est pas vraiment la même chose, parce que je dirais que les éléments de ma personnalité sont pas aussi importants avec le temps, avec la maturité, tout simplement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mes élèves qui sont souvent très tendus sur ce qu'ils pensent être quand ils ont 15 ans, quand ils ont 10 ans. Je leur dis, bon, d'accord, mais parce que tu construis ta personnalité, tu as aussi envie de partager des choses très fortes avec tes proches, avec ta famille d'abord, tes parents, tes amis, ton quartier. Et puis après, peut-être quand tu vas t'affirmer, quand tu vas faire des choses, certains éléments vont être moins importants et tu vas relativiser. Bah justement, l'origine ou la religion, que sais-je encore. Et puis tu vas réaliser des choses, tu vas faire des choses, et ça sera important. Ça sera toi en fait. Donc, mais bon. Mais en fait, pour répondre très rapidement, hein, je ne vais pas monopoliser la parole, je trouve que ces dernières années, il y a vraiment ce que j'appelle une obsession identitaire, ce que d'autres appellent une obsession identitaire. Bah, c'est notamment ce qu'a fait Sarkozy quand il arrive au pouvoir. Alors ça date maintenant, hein, mais il avait fait un gros débat sur l'identité nationale. En gros, qu'est-ce que c'est qu'être français? Et en fait, à partir du moment... Non mais justement, on n'est pas sorti de ça. En fait, on n'est pas sorti de ça. Et puis, il y a autre chose aussi, peut-être ce qui nous réunit ici, c'est que quand on a des parents qui sont nés ailleurs, quand on a des grands-parents qui sont nés ailleurs, l'exil, c'est douloureux, c'est toujours douloureux. Quand quelqu'un quitte son pays, c'est jamais par plaisir. Enfin, ça peut l'être, hein, je veux dire, mais c'est rare. On part, c'est qu'il y a eu une guerre, c'est qu'il y a eu un problème avec la famille, c'est qu'on est parti chercher du boulot parce que c'était la misère, etc., etc. Ou parce qu'on a été persécuté. Donc cette douleur, cet arrachement, eh bien, les familles d'immigrés, d'exilés, elles essaient de préserver dans la culture, dans ce qu'on va manger. Ça peut être à travers la religion, ça peut être à travers les matchs de foot. Il y a plein de manières de célébrer une culture d'origine. Et ça, justement, ça va dépendre aussi de la manière dont on est accueilli, justement, dans le pays. Voilà, on parle de la France, hein, on a tout ce qu'on dit en France, a priori. Donc, là aussi, le climat, comme il s'est détérioré, il y a un rejet aussi de ce qui va être différent, surtout quand ça vient de la rive sud de la Méditerranée, avec des focalisations sur telle ou telle thématique. Je pense que ça renforce en retour, justement, l'envie de se revendiquer de tel groupe national, religieux, etc. Bon. C'est un cercle vicieux à mon avis, et je ne sais pas comment on va en sortir. C'est un sujet super intéressant et je me permets du coup de faire un petit teasing parce que c'est un sujet que j'ai envie d'aborder bientôt dans Deep, on pourra peut-être en parler aussi, est-ce qu'on a honte d'être français? Et je pense que c'est un sujet hyper vaste et des fois c'est en banlieue, c'est un peu réel, où moi j'ai un grand-parent français, mon nom de famille est français, et il y a toujours ce truc-là de pourquoi ton nom de famille est français. Et il y avait même, moi j'ai toujours été fière de mon nom de famille, mais il y avait je me rappelle des personnes qui avaient des noms de famille français et qui ne voulaient pas qu'on les appelle par ce nom de famille français en banlieue, parce qu'ils avaient peur d'être stigmatisés. Et pour autant, tu l'as très bien résumé, mais on pourra en parler dans un prochain épisode de Deep, parce que c'est pour moi un sujet aussi très important qui est parfois récupéré par les mauvaises personnes, alors que je pense que ça s'explique par beaucoup de facteurs. On va essayer de recentrer un petit peu sur l'éducation. Parce que c'est, comme on disait, c'est par là que les différences commencent. On parlait du lycée où on se rend compte un petit peu des différences. Moi, je me rappelle d'une petite anecdote où j'ai fait un bac S, donc c'était un petit peu... même si on était dans le lycée de banlieue, etc., c'était l'élite. En tout cas, on nous le vendait comme ça. C'était l'élite des lycées de banlieue. Et j'avais mon prof d'SVT en première qui commençait à me dire vous, déjà, il y a ce vous, donc il y a cette fracture. Les élèves de banlieue, vous ne vous donnez pas les moyens de réussir. Et je me rappelle, je crois que j'étais déjà animée à l'époque par les débats où j'essayais de lui expliquer en fait qu'on n'a pas tous la même égalité des chances. Moi j'ai eu la chance quand même d'avoir une mère qui a un bac+5, mon père qui est quand même
cultivaient ou qui essayent de se donner, de se donner une éducation. Il y en a plein, j'en ai vu plein qui n'avaient pas de culture française à la maison, qui n'avaient peut-être pas des parents qui parlaient français, qui n'avaient pas une chambre aussi à eux. Moi, j'avais la chance d'avoir une chambre à moi. C'était un luxe quand on habitait en banlieue. Et j'essaie de lui expliquer tout ça, tous ces facteurs. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'on a la même égalité des chances quand on grandit en banlieue? Est-ce que vous l'avez ressenti, ce truc-là, avec les profs, des fois où il y a cette rivalité, où ils nous reprochent parfois d'être trop dur, trop difficile? Quand j'étais au lycée, toutes ces questions-là, j'en avais pas forcément conscience. C'est vraiment après, en travaillant et au moment où j'ai commencé à créer mes entreprises, où j'ai pris conscience que effectivement on ne part pas avec les mêmes chances. Après, moi je pense que ce qu'on peut retrouver dans les cités, enfin, au niveau des familles africaines par exemple, je sais que moi je suis Bambara, donc c'est mon ethnie, et nous les Bambara on a tendance à parler français à la maison. Il y a les Soninké, eux ils ont tendance à parler plus Soninké à la maison. Donc déjà rien que sur ça, on peut avoir une différence quand tu as une maman qui ne parle pas français ou qui ne sait pas lire français. Rien que pour suivre les devoirs à la maison, ça va être compliqué. Tu vois. Moi, je sais que je vais pas dire que j'ai eu des facilités à l'école. Bon, j'ai eu mon bac, etc. Mais mes parents, ils n'étaient pas derrière moi. Mes parents, ils n'étaient pas derrière moi pour me pousser à faire mes devoirs, à bien travailler à l'école. Non. Et bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu quand même me débrouiller pour obtenir mon bac et ensuite continuer mes études. Mais je sais qu'il y a certaines familles où justement les parents ne parlent pas français ou qu'ils ne savent pas lire le français ou même écrire. C'est compliqué, tu vois, pour un enfant de 10-12 ans de rentrer à la maison. Tes parents, ils vont t'envoyer faire des courses. Après, tu vas rester dehors toute la soirée. Il n'y a pas de suivi, en fait, tu vois. Donc, rien que sur ça, c'est clair que on ne va pas partir avec les mêmes chances, les mêmes égalités, parce que t'as dans des familles des personnes qui vont être là pour t'assister, pour t'aider dans tes devoirs. Tu ne comprends pas quelque chose, tu pourras leur poser une question. Et tu as d'autres familles où, non, tu vois, tu es livré à toi-même. Et si t'as personne qui te pousse, tu sais, t'as 10 ans, comment tu peux, c'est ça. tu peux te dire que oui, il faut que je fasse mes devoirs? Non, la seule chose que t'as envie de faire, c'est de jouer, tu vois. Oui, comme un enfant, en fait. Voilà. Tu l'as vécu, toi, Amina, ce genre de choses? Moi, un peu différent. Ouais. Moi, je suis originaire du Congo-Brazza, donc c'est un pays où on parle français. Du coup, ça fait que moi, ma mère parlait français, pareil pour mon père. J'ai aussi la chance que ma mère, elle ait fait des études, elle était aussi à la fac, elle était aussi diplômée. Mon père, lui, il était plus du côté du pays, et Champigny, mais c'était un docteur, donc je suis quelqu'un qui était très cultivé, malgré que je ne l'ai pas vraiment... voilà, il y avait la séparation, donc bon. Moi, par rapport à mes études, comme moi je l'ai dit, du côté de ma mère, du côté de Dreux, jusqu'au lycée, parce que moi j'ai fait un bac S, et du côté de Dreux, c'est que même mon bac S, en fait, il y avait ténor des Arabes. Ah oui, bah oui. Ça veut dire, genre, il y avait genre 3-4 Français, et j'ai un souvenir, dédicace à mes amis d'enfance, Youssef et Dylan, quand notre prof de français il est arrivé en première, et qu'il est venu, limite, il a fait une tête en mode... est-ce que je me suis pas trompé de salle? Parce qu'il y avait trop... C'était un peu un vieux, un Français. Et il y avait vraiment trop d'étrangers en S. Ça veut dire qu'il s'est posé la question vraiment genre si... Ah, parce que pour lui, tu penses qu'il y avait un raccourci qui était fait de... vu les ethnies, ouais. Ils vont plus en STMG. Voilà. On parle plus de toutes ces classes-là. C'est ça. Majeurs, etc., mais nous, on est encore dans l'ancienne époque. Et que du coup, en S, il pensait que ça allait être plus équilibré. Exactement. Et en plus, comme c'était pas quelqu'un qui était habitué à être proche de l'Île-de-France, du coup, c'est très mal passé avec lui. Mais bon, revenons sur... par exemple, moi, j'ai fait un bac S, mais c'est parce que d'un côté, moi, contrairement à d'autres que j'ai connus, qui avaient leurs parents qui ne parlaient pas français ou autre, et qui ont dû se battre eux-mêmes, moi, j'avais vraiment... Moi, je suis de Brazza, donc chez nous, l'école... S'il n'y a pas l'école, c'est compliqué. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je faisais les bêtises que je voulais. J'avais 2 carnets, j'avais tout ce que... Mais tant que l'école, c'était bon, ça va. Mais donc, le problème, c'est que, ouais, moi, j'ai eu de la chance. J'avais ma mère qui était derrière moi. Genre, elle, c'était ma policière. J'avais aussi le côté de mon père qui me faisait très, très peur. Donc, il fallait que je sois fort. Sinon, lui, il me faisait vraiment encore plus peur. Et ouais, ça a payé. Au final, moi, je sors d'un bac S. Et par rapport à la suite...
je dirais pourquoi c'est beaucoup plus difficile, c'est parce que d'un côté, bah, t'as la cité qui te tire en fait, Ouais. qui t'empêche Ouais. d'avancer dans le sens où j'ai des amis à moi qui sont 1000 fois plus intelligents que moi, hein, mais peut-être qu'ils sont partis dans d'autres directions. Bah, D'autres tentations. ouais, voilà, parce que plus on grandit, plus on voit d'autres, ils sont bien dans leur vie, leurs parents, ils mangent tout le temps, mais il y en a, ils mangent pas. Il y en a, ils mangent pas, il y en a, il faut qu'ils cherchent à manger eux-mêmes. Donc, en fait, on a des difficultés, non seulement à cause de notre environnement, mais s'en détacher, c'est pas si facile que l'on croit. Parce que, après, il y a les réalités de la vie. La France, c'est pas un pays facile, hein, faut s'en sortir. Que ce soit nos parents, nous-mêmes, et même quand on est à l'école. Donc, des fois, on se dit, wow, 5 ans d'études, ok, je peux les faire, j'ai l'intelligence. Mais est-ce que je peux les faire comme tout le monde? C'est ça la question, en fait, qu'il faut se poser. C'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que beaucoup ont arrêté l'école. Des fois, c'est parce que leurs parents, ils n'arrivent plus. Il y en a qui sont à deux doigts de se faire expulser. Il y en a, faut Oui, qu'ils c'est aient une de... autre réalité que C'est ça, Et sachant. me dis, toi, tu les comprends, du coup, ces profs qui disent ce genre de choses-là. Enfin, moi, j'ai plein d'anecdotes comme ça hein, sur des profs. J'avais un prof de musique en troisième qui était passé sur Une famille en or à l'époque. Et donc, c'est de Chavannes, je crois, qui présentait ça. Et il lui disait, vous êtes prof dans le 93. Et là, tout le public, déjà, est en mode, oh genre, mais limite, c'est triste. Enfin, c'est de l'émotion. Il disait, ça va, est-ce que c'est dur? Et il nous avait lynché à la télé. Et ouais, il avait dit oui, c'est pas fait. Enfin, il s'était moqué de nous en fait. Et alors que ce prof-là, il y a des profs à qui on faisait la misère, c'est vrai, pardon, mais des fois c'est mérité aussi. C'est vrai, pardon, on n'est pas facile, je pense que c'est difficile de gérer des ados. Mais ce prof-là, on lui faisait pas grand-chose et on avait tous pris ça comme une trahison, c'était tous fait, on avait tous relayé en fait cette vidéo-là. Et est-ce que tu les comprends parfois ces profs-là qui ont... Non, dans le bouquin, en fait, c'est un journal. J'essaie de raconter aussi fidèlement que possible le quotidien d'un prof de banlieue. Et à aucun moment, par contre, je cherche à stigmatiser mes élèves. Moi, j'ai un lien avec eux. Je pense qu'ils le ressentent, hein, même si parfois ils peuvent être bavards, ils peuvent chahuter, etc. C'est de leur âge, je dirais. En revanche, moi, je m'oppose radicalement, nettement à tous ceux qui vont stigmatiser les enfants qui sont au collège, qui sont au lycée, qui sont dans des quartiers difficiles ou dans des ghettos, parce qu'ils n'ont pas choisi déjà d'être là. Et aussi, si on a tendance à oublier, en fait, la question de l'égalité des chances, c'est pas seulement en rapport avec la composition de la famille, d'accord? Parce que voilà, ça dépend, il y a des familles qui sont plus ou moins stables, qui sont plus ou moins aisées, plus ou moins dotées, des parents qui ont fait des études, ou des grands frères, des grandes sœurs, des oncles, des tantes. Donc ça peut aider, c'est vrai, mais en fait, il y a tout l'environnement social qui est important, qui compte. C'est est-ce qu'il y a il y a des associations? Est-ce qu'il y a un centre social qui va permettre de faire de l'aide aux devoirs? Est-ce qu'on va emmener... Voilà, complètement. Est-ce qu'on va ouvrir les enfants à la culture? Est-ce qu'on va les emmener faire des balades au musée? Est-ce qu'on va les emmener visiter des villes à l'étranger? Donc tout ça, ça ouvre un horizon, en fait. Ça enrichit. Parce qu'on le voit aussi, dans les familles de classe moyenne ou plus encore aisées, ils ont l'habitude ou ils ont la possibilité d'aller faire des stages de langue à l'étranger. Moi, par exemple, petite anecdote, je me suis payé un stage de langue anglaise, de formation intensive, et je me suis retrouvé en fait avec des gamins, en gros, des gens qui étaient bien plus jeunes que moi. En fait, c'est les parents qui les envoyaient et qui leur payaient. Moi, j'ai dû le faire après avoir travaillé, en fait. Donc là aussi, on voit que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. Et aussi, donc non seulement le tissu associatif, social, il s'est dégradé entre moi à l'époque où j'étais ado et vous aussi où vous étiez des étudiants, des lycéens. Ça s'est paupérisé. Et puis d'un autre côté, il y a aussi ce qui s'est passé à l'école. Et là, en ce moment, il y a un mouvement de grève, hein, de mobilisation, de protestation dans le 93 notamment, pour protester contre le fait qu'il y a de moins en moins de moyens qui sont alloués précisément. C'est-à-dire que là où il y a le plus besoin d'avoir des heures de cours, d'avoir des profs bien formés, qui travaillent dans de bonnes conditions, c'est-à-dire par exemple dans des demi-groupes, ça n'a rien à voir, par exemple, même quand on dit qu'il y a des classes difficiles. Oui. Il y a des classes difficiles. Oui. Mais si ces classes, en fait, tu travailles avec eux à 15, au lieu de travailler à 35, mais tu changes tout, ça n'a plus rien à voir. Le rapport que tu as avec tes élèves, le temps que tu peux leur accorder, ça change radicalement les choses. Sauf que, pour des raisons d'argent, pour des raisons de moyens, donc c'est des choix politiques, on ne veut pas faire ça. C'est-à-dire que ceux qui en ont le plus besoin, dans le ghetto français, on ne leur donne pas cette possibilité. Donc un des nœuds du problème, il se trouve là.
Alors après, oui, on peut revenir sur les familles, etc. Ceux qui bénéficient d'un cadre plus ou moins approprié pour réussir ou pour avancer ou pour se projeter. On peut aussi parler de ce qui se passe aussi dans certains quartiers, mais je dirais que si on ne parle pas également des choix politiques qui sont faits dans l'éducation nationale et pas seulement, aussi au niveau de l'accès à la culture, on se trompe de débat en fait. Oui, parce qu'on nous vend quand même beaucoup de budget, on dit beaucoup de choses, où on dit qu'on investit beaucoup dans les banlieues, ils ont créé les ZEP, on a l'impression, des fois à un moment on a même dit des discriminations positives et que c'est plus facile parce qu'on vous donne de l'argent, vous avez des bourses ou des choses comme ça. Mais la réalité, elle est tout autre. Moi, j'ai fait ma première partie de scolarité en 92, donc c'est quand même le département le plus riche de France. Gennevilliers, c'est utilisé de façon... On le voit pas toujours, hein. Il y a eu des fenêtres qui tombaient sur nous, mais, ça, mais au moins la culture, c'est vrai qu'il y avait un peu plus d'argent. Et quand je suis arrivée dans le 93, c'est vrai que je l'ai vachement ressenti, cette différence-là. Où moi, ma mère, elle est d'origine chilienne, donc elle est bilingue espagnole. Et mes profs d'espagnol, elles regardaient les cours et elles se rendaient compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, elle est venue prendre rendez-vous avec ces profs-là, qui ne parlaient quasi pas français. Et en fait, ils ont fini par lui dire, écoutez, en fait, on n'est pas prof. J'ai une licence de je ne sais quoi en Argentine, ou je sais plus, c'était une chilienne ou aussi, je crois. Et en fait, je suis pas prof et on m'a mis là comme ça. Et parce que c'est le 93, et je pense qu'on se permettait ça, parce que dans le 93, les parents gueulent moins qu'autre part. Ou je sais pas si vous aussi vous avez des profs absents. Moi, je m'appelle toute ma terminale, pas de prof d'anglais. Donc, on a fini le bac et les oraux d'anglais, on a les mêmes épreuves que tout le monde, mais on n'a pas les mêmes profs que tout le monde. Et parfois, du coup, c'est un peu compliqué de se dire est-ce que nous, on nous entend et est-ce que nous, on est important aussi parce qu'on existe, quoi. Oui, bien sûr. Un des exemples les plus parlants quand on parle d'éducation, c'est la conseillère d'orientation. Comme dit la section, la conseillère m'a clairement négligée. Est-ce que elle vous a négligé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette conseillère d'orientation, quand vous l'avez vue? Moi, je me souviens, en troisième, quand il fallait choisir dans quel lycée, enfin, soit il fallait choisir le lycée professionnel ou soit le lycée général. Moi, je voulais aller en professionnel parce que j'aimais trop m'amuser. J'aimais trop rigoler. Et je savais qu'en professionnel, il y avait tous les voyous de toutes les cités de Villepinte. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était m'amuser. L'ambiance. Ouais, l'ambiance, exactement. Moi, j'aimais trop l'ambiance. Et du coup, j'avais coché le lycée professionnel de Villepinte. Et ma conseillère d'orientation, elle a pris mon dossier, elle a retiré et elle m'a envoyé en professionnel. Et en général. Du coup, là, c'était plus bénéfique. Bien sûr, finalement, bien sûr. Et je pense que voilà, elle m'a aidée, elle m'a sauvée carrément, parce que sinon j'aurais fait n'importe quoi. Mais non, on m'a jamais dit non, tu pourras pas faire ça. Après, je me souviens plus de ce que je voulais faire quand j'étais en troisième et au lycée. Ouais, je sais pas. Mais on m'a jamais dit oui, tu pourras pas faire ça, ou tu n'as pas la possibilité de faire telle chose parce que tu viens du 93. Honnêtement, j'en ai pas le souvenir, et à ce moment-là, je pense que pour moi, tout était possible. J'avais pas encore... ouais, j'avais pas conscience que... Toi, Amélie, tu as une expérience similaire ou un peu différente? Moi, c'était au collège. Quand on choisit l'orientation. Ma conseillère, moi, elle voulait juste être là pour être là. Elle voyait, voilà, turbulent, bavard. Elle m'a dit, va en pro, CAP et tout. Et moi, en vrai, ça me dérangeait pas parce que tout mon quartier y allait. En général, on devait être 10 max. Donc moi, ça me dérangeait pas. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, je suis pas... En fait, je travaillais à l'école, mais je me donnais pas à fond. Et le fait que je me donnais pas à fond, que j'avais quand même des résultats qui étaient positifs, la personne qui m'a sauvé, en fait, c'était le directeur adjoint qui m'avait convoqué quand il avait vu ma liste de souhaits. Et en fait, il s'était vu avec ma mère pour en gros me piéger. C'était votre fils, il fait voilà les bêtises, et tout, d'accord, pas de souci. Mais dites-vous, il fait ça alors qu'il fait que des bêtises. Et il s'en fout, entre guillemets, de l'école. Donc, au lieu de l'envoyer... Parce que si on l'envoie en bac pro, ça va être facile et il va vraiment foutre la merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en général, sciences et laboratoires. Non seulement il sera encadré et son taux de bêtises, il va restreindre parce qu'on va vite le menacer d'exclusion. Et quand t'es petit, t'as pas envie de... Quand tout le monde est à l'école, toi t'es exclu, t'as pas envie d'être exclu. Du coup, c'est ce qui s'est entendu. Du coup, moi, dans mes souhaits, j'avais mis bac pro, CAP, et j'avais mis un truc genre général, histoire de tricher au cas où, parce que j'aime pas du tout l'histoire. Attention, il faut l'histoire. C'est pas grave. Et ouais, du coup, avant les résultats du brevet,
je vois une acceptation totalement hasard. Ça me dit seconde, sciences et laboratoire, tout ça et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Et après, bon, après, ce qui était pas mal, c'est que il y en avait un de mon quartier qui était aussi en sciences et laboratoire. Donc, t'étais pas tout seul. Donc après, je me suis dit, tant que je suis pas tout seul, et après, voilà. Nous, en vrai, c'est mon directeur adjoint de mon collège qui Mais m'avait c'est un vrai, faut peu... pas oublier ces personnes-là, parce qu'il y a quand même, je pense qu'on a tous des expériences bonnes, enfin mauvaises, mais aussi bonnes avec des profs. Toi, Nadine, j'ai l'impression que c'est toi, et merci pour ça. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que tu es un bon prof. Et moi, il y avait, enfin, faut remercier quand même ces profs-là et ces gens de l'administration où ils se donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Moi, je me rappelle de profs de maths qui donnaient sur leur temps personnel des heures de cours en plus pour nous aider à rattraper le retard et tout. Il faut leur dire merci quand même, parce que je pense que c'est pas facile aussi pour eux. Moi, pour la conseillère d'orientation, je pense qu'il n'y a que moi, du coup, et tant mieux qu'il y en ait moins, qui a eu la mauvaise expérience. Pareil, en troisième, donc moi, c'était pas une vraie conseillère d'orientation, mais c'était la prof principale qui s'en occupait. Donc il y avait ma mère qui était à côté, et en fait, elle me parle même pas à moi. Et elle demande à ma mère, elle aime faire quoi, votre fille? Donc ma mère, qui pense que juste on parle de loisirs, bah, elle aime faire de la pâtisserie. Et elle lui répond, bah super, CAP pâtisserie. Et elle écrit CAP pâtisserie comme ça. Et ma mère, attendez, enfin, non. Et encore, c'est là, on revient en fait, heureusement que ma mère sait parler français, même si elle n'est pas née en France, elle a fait des études ici, etc. Et donc elle a dit, mais on va quand même ouvrir son dossier peut-être, parce qu'elle était prof de sport en plus, donc elle ne savait pas juste c'était comme mon niveau enfin, c'est pas que c'est pas la vraie école, le PS, mais bon voilà. Pardon. Non, comment. Je veux pas en français, Non. Mais du coup, oui, c'est là qu'elle a ouvert mes résultats et qu'elle voyait que j'avais aussi des bons résultats et que du coup, bah non, en fait, je pouvais aller en général. Et par contre, je me rappelle qu'elle avait effacé aussi mes choix, mais dans le mauvais côté. Ma mère voulait que j'aille à Enghien dans une option chinois. On essaie toujours de trouver les options pour échapper au lycée de secteur. Et elle avait demandé que j'écrive au crayon de papier. J'avais jamais compris pourquoi. Et elle m'aimait pas beaucoup, on se prenait aussi beaucoup la tête. Et elle a effacé et elle a mis juste le lycée de secteur. Et donc j'ai fini dans le lycée de secteur, quand même en option japonais. Donc pareil, on essayait d'avoir quelque chose pour s'en sentir un petit peu mieux. Mais côté d'orientation, moi je pense que m'aimait pas trop. Non, mais c'est juste sur une chose. Je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus compliqué là, avec tout le jeu des options, des spécialités. On demande à des élèves tout de suite de savoir à peu près ce qu'ils veulent faire dans 5 ans, dans 10 ans. C'est super compliqué en fait de s'y retrouver là dans ce maquis, d'autant que le marché du travail, puisque soi-disant c'est ça, hein, on est censé faire des études pour avoir tel emploi, mais aujourd'hui on n'en sait rien en fait, on n'en sait rien. Donc, moi je suis encore plus mal placé, ou au contraire je suis un très bon contre-exemple pour montrer que c'est pas parce qu'on fait telle étude et qu'on a tel profil qu'on va forcément avoir telle carrière et telle position. Là aussi il y a toute cette incertitude qui pèse à mon avis beaucoup sur les gamins et puis qui rêvent à des choses aussi très différentes. Hein. Je pense entre vous, ce qui vous faisait rêver quand vous étiez au collège ou au lycée et ce qui fait rêver aujourd'hui mes élèves, c'est très différent. Je pense qu'entre ceux qui veulent devenir footballeurs, influenceurs, oui bien sûr, ou qui veulent devenir yakuza ou je ne sais pas quoi. Donc il y a aussi un imaginaire qui s'est transformé en fait ces dernières années avec à la fois les transformations de la société, avec les séries, avec le cinéma, etc. Mais non, je pense que c'est pas facile du tout aujourd'hui de se projeter tout simplement. De savoir aussi jeune aussi. Ouais. Après on nous vend aussi, on le voit dans beaucoup de films, qui parlent de l'éducation en banlieue. Mais j'ai pas l'impression que c'est beaucoup mieux, enfin c'est mieux d'une certaine façon dans les lycées ou les collèges, dans les quartiers plus aisés, mais j'ai l'impression que chaque quartier a ses problèmes. Où moi je voyais ceux qui venaient, donc le lycée à côté privé, donc à Enghien-les-Bains, parce que c'est vraiment Enghien-les-Bains et Finis-sur-Seine, c'est vraiment le jour et la nuit en termes d'argent, et c'est 95 et 93 quoi. Et on les voyait arriver, et eux c'était d'autres problèmes en fait, où il y avait plus des problèmes de drogue, parce que peut-être que nous dans nos quartiers on la vendait mais on n'y touchait pas. Eux ils la consommaient très jeune, l'alcool, les soirées aussi, je pense que c'était pareil, les parents dans des HLM faire des soirées à 16 ans c'était pas inimaginable, ou même la sexualité très exacerbée très jeune et pas suivie, parce que quand on est jeune on n'a pas envie d'en parler aux parents. Donc, ça existe aussi dans les banlieues, mais j'avais l'impression en tout cas que dans ces quartiers-là c'était beaucoup plus désinhibé, il y avait beaucoup plus de moins de tabous, donc plus de liberté. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi comme ça, de se dire en fait on parle beaucoup de nous, mais il y a aussi des problèmes de l'autre côté, chez les riches aussi c'est pas tout rose quoi. Ouais, après moi c'était encore une fois dans mon lycée comme j'ai dit, c'était moitié-moitié. Ouais, c'était moitié-moitié, donc dans ma classe c'est vrai que
les filles blanches qui habitaient dans les maisons n'avaient pas du tout les mêmes soucis que nous. Après, encore une fois, pour moi, j'avais pas de vrais problèmes, mais je voyais que oui, tout ce que tu viens de citer, c'était le cas. Elles fumaient, elles fumaient presque toutes. Elles buvaient, elles allaient dans des soirées, elles mentaient sur leur âge pour entrer en boîte. Elles avaient plein de petits copains. Et nous, c'était pas du tout ces délires-là. À la cité, c'était pas du tout ces délires-là. Donc, je me suis dit, mais attends, mais je me trouve où là? C'était. Oui, ça, c'est quoi? Il y a son lot de bons côtés et de mauvais côtés dans les deux cas. En fait, on peut pas dire qu'il y a forcément un côté où c'est tout noir et un côté où c'est tout blanc. Nous, tout le monde dit depuis tout à l'heure tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, mais il y en avait aussi de l'autre côté. Bien sûr. Un des problèmes nous on avait aussi beaucoup, c'est la violence. Je sais pas si vous avez été confrontés à ça. Moi, dès collège, lycée, c'était les guerres de quartier. Le lycée, il est sur un territoire d'un certain quartier, donc des fois des élèves, ils allaient à l'école, ils se faisaient frapper. Les profs ne voulaient rien faire parce qu'ils avaient peur. Le directeur non plus, il disait c'est au département de le faire. Le département c'était non, c'est au proviseur de le faire, et chacun se passe la balle. Et nous on avait dû faire un blocus à un moment donné. On a tous dit on monte plus en fait, parce qu'il y a eu quelqu'un qui est tombé dans le coma, des doigts coupés, enfin ça commençait à partir loin en fait. Et ils ont juste mis une voiture de CRS en face, et il fallait juste ça pour que ça s'arrête, c'est juste des petites 16 ans qui s'en mettent plein la gueule, c'est pas non plus le Bronx. Est-ce que vous l'avez ressenti, cette violence dans les quartiers? En vrai, ouais, la violence, elle est omniprésente, faut dire la vérité. Par exemple, moi, tous mes amis d'enfance, je me suis battu avec eux. Il n'y en a pas un. Aujourd'hui, c'est mes frères. Hein. Aujourd'hui, leur mère, tout, c'est vraiment mes frères, on fait tout ensemble, on se parle tous les jours. Mais tous mes amis d'enfance, avec du recul, on se l'est dit. Hein. On s'est tous battus. Genre, on peut être 30, 40. Parce qu'en fait, ça commence depuis petit, en fait. En fait, il faut se dire que la société, elle nous a mis dans un coin, genre dans une boîte de conserve. Il y aura toujours de la violence dans les cités, parce que ils nous font grandir comme ça, en fait. Ça, c'est les mecs, franchement. Nous, les mecs. Hein. Mais après, sans mentir, les filles aussi. Hein. Moi, j'ai déjà vu une fille de mon quartier, elle se battait, sa sœur, elle est rentrée, ses amis sont rentrés. Enfin, ça dépend les caractères des filles. Par exemple, moi, ma petite sœur s'est déjà battue. Ça dépend les caractères, avec un mec en plus, mais ça dépend les caractères des filles, mais... Oui, il y a ce cliché-là aussi de la fille du 93 qui est plus impulsive. Mais il y en aura tout le temps. Moi, je pense pas que, sauf s'ils changent un peu le fait de, voilà, on arrête les cités ou je ne sais quoi, mais du moment qu'il y aura ça, nous, on va créer nos liens, en fait. Et ça, en fait, ça va être ça notre richesse à nous. Parce que tout à l'heure, on parlait de la quête d'identité par rapport aux origines, mais j'ai l'impression que quand on est encore des jeunes de quartier, le seul endroit, la seule identité qu'on veut bien accepter concernant la France, c'est nos quartiers. C'est ça. Et on a l'impression qu'il faut qu'on défende corps et âme ces bâtiments-là qui parfois sont délabrés et délaissés. Exactement. Mais dans nos têtes, il faut les défendre. Est-ce que toi, tu l'as vu dans le Ouais, je l'ai vu. Ouais, moi, ça me paraît délirant, en fait. Encore une fois, à la fois, je crois être détaché de pas mal de choses, justement, l'appartenance à soit un territoire ou à une communauté ou à un groupe, ça peut être variable, hein. Mais c'est vrai que quand j'entends des gamins, alors plus au lycée, un peu au collège, stigmatiser le quartier d'à côté ou la ville d'à côté, ouais mais eux c'est des fous, ouais mais eux ils sont comme ça. Alors qu'en fait, vu de l'extérieur, c'est les mêmes. C'est la même chose. Ils ont le même profil, ils viennent du même milieu social, ils ont souvent les mêmes origines, ils pratiquent la même religion en règle générale, donc si eux ils sont fous, alors qu'est-ce que ça veut dire des autres? Mais il est vrai que oui, on a eu affaire à des incidents qui, moi ça m'horrifie, hein, ça me fait de la peine pour mes élèves que j'aime bien, de savoir que certains, parfois, ils vont se faire taper simplement parce qu'ils ne viennent pas de la ville où est localisé le lycée. Moi, ça me paraît dingue, en fait. Après, ça, c'est plus souvent, c'est des faits historiques. Dans le sens où, on va prendre le cas du côté de Champigny, au Bois-l'Abbé, c'est une cité où ils ont été longuement en guerre avec Villiers, sur Marne. Donc ça fait, par exemple, il y en a de ma génération ou un peu plus au-dessus, ils sont nés, ils ne savaient pas. Ils sont nés, on leur a dit, il faut les taper, eux. Ouais, donc ça veut dire, en fait, et puis, longuement, historiquement aussi, la cité, elle a un nom, il y a une histoire, donc souvent, quand tu sors dans une autre ville, tu dis le nom de ta cité, ça dit ah ouais. Donc, toi, tu es dans un délire où tu as envie de te dire, ah ouais, mais
faut que j'agisse pour ma cité, parce que Mm. comment les autres, ils parlent, faut que je défende. Donc, Ouais, non, mais je suis d'accord. les grands frères, en fait, c'est historique, en fait. Les grands frères, Mais des ils ont fois, fait des... est-ce que ça part pas trop loin? Moi, je me rappelle, Ouais. Si. quand j'étais à Si. Gennevilliers, il y avait la guerre entre au quartier des Courtilles. C'est à la limite Asnières et Gennevilliers. Donc, il y avait les deux villes qui s'en mettaient plein la gueule l'un sur l'autre, jusqu'à qu'il y ait eu un mort. Quand il y a eu un mort, c'est l'escalade. On est sur la surenchère tout le temps. Jusqu'à que, je me rappelle, j'avais quel âge? Genre 12-13 ans. On avait un couvre-feu. Enfin, je pense qu'il y a que dans les banlieues où on vit cette réalité-là. Avant que le Covid existe, j'avais déjà vécu un couvre-feu où c'était des mineurs, à partir de 22h, tu n'avais plus le droit d'être dehors. On avait des hélicoptères qui passaient au-dessus parce que ça commençait à partir très loin. Les jeunes de cité partaient aussi dans des extrêmes violences où ils avaient attrapé un chauffeur de bus. Ils l'ont imbibé d'essence parce que pour eux, alors je sais pas comment, mais des fois les raccourcis sont pas très intelligents. Les RATP, je pense que c'était peut-être, je sais pas, le gouvernement où ils ont dit on va t'allumer. Donc après, c'est un cercle vicieux en fait, parce que du coup, ces gens-là qui sont dans une extrême violence, ça a impacté nous qui n'avions plus de transport. En fait, la RATP pendant des années, elle passait plus du tout à Gennevilliers parce que, normal, vous voulez quand même immoler nos chauffeurs, on n'a plus trop envie de venir. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que la majorité en fait, des gens de banlieue sont tiraillés entre comprendre, entre guillemets, d'où vient cette violence, parce que des fois, nous, c'est pas qu'on a envie d'arriver jusque-là, mais on comprend pourquoi ces gens-là sont autant précarisés, autant mis de côté. Mais d'un côté, c'est nous qui aussi subissons les dégâts, parce que les Parisiens, tout ce que vous voulez, les Parisiens des beaux quartiers parlent beaucoup de ce que ça peut faire, mais ils le vivent pas directement. On va parler des émeutes et tout après. C'est nous qui impactons en premier. Donc est-ce qu'il n'y a pas un serpent qui se mord la queue, où on a l'impression de se rebeller contre le système, et en fait on fait du mal à nos propres quartiers finalement? On pourra reparler après si on évoque effectivement la séquence qui est super importante. Parce que j'allais te dire qu'il y avait une autre violence. Il y a une autre violence aussi. Il y a une violence sociale, il y a une violence d'État, et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. De toute façon, c'est encore une fois, pour ceux qui seraient nés de la dernière pluie ou qui auraient la mémoire courte, ça fait des décennies qu'il y a des violences policières, qu'il y a ce qu'on appelait à une époque des bavures qui n'en sont pas forcément. Néanmoins, c'est pas une façon de justifier non plus, parce qu'il y a un discours qui dit oui, bon, il n'y a que la violence de l'État, donc on ne va pas voir non plus ce qui se passe au quotidien dans les cités, dans les quartiers. Moi, je suis désolé, quand j'ai un gamin de 6e qui est haut comme 3 pommes et que j'apprends qu'il se fait tabasser par sa mère, ou un autre de 5e qui se fait tabasser par son père, bon, il y a un problème aussi quelque part. J'apprends que des gamins au lycée se font tabasser ou ont peur de venir au lycée et doivent prendre 10 000 précautions, faire des détours et autres. Je me dis, mais on est dans quelle société en fait? Mais il ne faut pas voir que ça. Je pense qu'il faut en parler, il faut trouver des moments, des cadres pour en parler, encore une fois sans stigmatiser, mais à un moment donné, tu as envie de pouvoir circuler là où tu veux, en fait, sans avoir peur de te faire dépouiller ou je ne sais pas trop quoi. Et du coup, on va parler, ça ouvre forcément le sujet, tu l'évoquais, je pense qu'on y pense tous, des émeutes qu'il y a pu avoir. On en avait déjà eu quand nous on était petits à Clichy-sous-Bois. Là, il n'y a pas longtemps, du coup l'année dernière, en juin 2023, c'est reparti de plus belle avec la mort du coup de Naël, qui a impacté beaucoup les banlieues. On l'a vu, je ne sais pas si vous l'avez entendu de chez vous ou ressenti. Donc c'est ce jeune, on le rappelle, qui est mort après un refus d'obtempérer par un coup de feu de la police. Donc, comme je disais, nous sommes de ceux qui avons grandi en banlieue, et donc on comprend la colère, mais d'un côté, on subit éternellement toutes les représailles, et on est éternellement tiraillé en fait entre la raison et l'émotion. J'ai l'impression je les comprends, mais d'un côté, des fois je les déteste aussi, ces mecs-là de cité, parce que ils impactent mon quotidien. Et en fait, c'est bizarre parce que quand j'en parle avec des gens qui ne sont pas de cité, je les défends. Et quand j'en parle avec des gens qui ont grandi dans le même quartier de moi, des fois je les déteste entre guillemets, parce que je sais pas si vous le vivez aussi comme ça. Ouais, je sais que à Aulnay, donc c'est là où ma belle-mère vit, ils ont brûlé le Aldi. Et c'était le seul supermarché du quartier. Donc ma belle-mère c'est surtout ma belle-sœur qui partait faire des courses, elle n'est pas véhiculée, elle marchait pour aller au Aldi. Il n'y a plus d'Aldi, donc on fait où les courses? Ils ont brûlé aussi le magasin Action, une salle de sport. Enfin, c'était n'importe quoi. Et ces jeunes-là qui ont caillassé et brûlé les commerces, ils ne savent même pas pourquoi ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient l'opportunité de le faire.
Ils avaient l'opportunité de piller des magasins, de voler, et pour eux c'était un amusement. Alors ça s'envoyait des messages, ouais, ce soir on va faire tel magasin, venez. Donc en fait ils ont oublié la cause en fait de cette émeute. C'était même plus pour la noble cause. Mais c'était plus un hommage. Pas du tout. Donc non, c'était chaud. Tu l'as vécu comment toi? Moi, je l'ai ressenti, moi personnellement pour mon cas, hein, je suis pas aussi dernier des bandits ou autre ou non. Franchement, je suis quelqu'un de très calme. Mais pour quelqu'un qui a souvent vécu des injustices, soit policières, parfois des bavures, nous, je parle de ces personnes-là, on l'a plus vécu dans un sens où fallait répondre à l'État, dans le sens où on craque. Nous, on a craqué. Parce que des histoires comme Naël, en vrai, ça existe depuis des années, sauf que c'est pas médiatisé, c'est pas filmé. Nous-mêmes, on en subit. J'ai des amis d'enfance. Moi, je vais pas vous mentir, par exemple, un jour tout bête, hein, ma mère, elle fait le ménage, elle habite au rez-de-chaussée. Et mon quartier, c'est une ligne droite un peu, les Vauvettes à Dreux. Et elle me voit en train de courir avec 3-4 policiers qui me courent par derrière. Mais genre... et en fait, c'est des choses où, des fois, tu sais que tu fais rien. Tu sais que tu fais rien, tu es tranquille chez toi. C'est ça. Ça veut dire, il y a de ça, il y a plein de trucs. Donc nous, en fait, on l'a plus vécu dans le sens où il fallait répondre à l'État, on en a marre. Et puis en plus, si on apprend qu'ils voilà, ils défendent le policier n'est pas mis en prison directement. Donc on est vraiment dans un délire où ça va jamais s'arrêter. Donc en fait, l'union que ça a créée, et oui, il y en a toujours 3, 4, une partie qui vont être là parce qu'ils ont envie de le faire, ils ont que ça à faire, je sais pas, ils profitent. Mais vraiment, moi je pense que ça partait vraiment d'une intention de montrer à l'État que genre on a marre. Genre on a marre partout, vous voulez pas nous écouter, bah en vrai ça y est, on est prêt à vous faire la guerre dans un sens. Parce que il y en a beaucoup, hein, que ce soit dans n'importe quel quartier, je vois il y a des grands au Bois-l'Abbé qui sont beaucoup avec la ville, qui essaient d'aider la jeunesse, à Dreux pareil, mais bah, t'as l'impression que t'es pas écouté. T'es pas écouté, alors que c'est des gens, ils font tout, ils font des formations pour les jeunes, tout, ils essaient d'aider la ville, d'aider les jeunes pour les canaliser, mais ils sont pas écoutés. Et il y a un manque de moyens aussi. ça, à ce niveau-là, j'ai pas la connaissance, mais quand tu mets ta vie pour aider les jeunes de ton quartier, de ta cité, mais que par exemple, je prends un exemple, tu marches dans la rue, tu te fais menacer, ouais, par exemple, moi, par exemple, injustement, hein, j'étais au mauvais endroit, parce qu'il y avait une mauvaise personne. Enfin, les policiers du 18, ils m'ont fait la misère, au point où mon pote à côté, il était en panique, il me disait des choses atroces. Des choses en mode, je suis au PJ, je fais ce que je veux, si je veux, là, je te fais une aile, je vais faire quoi. Donc, il m'a emmené dans une zone, il n'y avait pas de caméra, rien, avec mon ami, en me disant des trucs comme ça. Quand tu vis ça, même actuellement, alors qu'aujourd'hui, je traîne pas dans mon quartier, je suis diplômé, je suis diplômé d'ingé, j'ai rien à me reprocher, je subis encore ça. Donc je me suis dit, en vrai, c'est quoi? Tu peux changer de vie, tu peux être ingénieur, ce que tu veux, tant que tu as une dégaine qui leur plaît pas, tu vas subir. Et tu penses que c'est plus lié à la façon de s'habiller ou c'est plus lié Moi, je pense à la gueule, ils savent. Ça à la gueule, ils savent. Je peux m'habiller bien, ils vont savoir à la gueule que toi... J'ai un chiffre quand même juste ici, parce que pour moi c'est quand même important d'en parler. C'est une étude de 2017, donc ça commence à dater, mais il faudrait qu'on ait des chiffres un peu plus récents. Les jeunes hommes, hein, parce que c'est beaucoup plus les hommes qui subissent ça, perçus comme noirs ou arabes, ont 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police que les autres. C'est comme une réalité, on parle de délit de faciès, les gens ont du mal à l'accepter parfois. Encore précédemment, moi actuellement je suis réalisateur, j'ai aussi un métier à côté, je suis dans l'IT, hein, je suis assistant responsable informatique, donc ça fait que voilà, je travaille, et récemment, même ce mois-ci, hein, je sors de mon travail, tranquillement, je travaille à Châtelet, rue Rivoli, je sors de mon travail, et il s'avère que comme ça, je sors, je marche, tout ça et tout, Rivoli, il y a beaucoup de cafés, etc. Un groupe de policiers qui, je sais pas, ils marchaient, hein, peut-être ils marchaient entre eux. D'un coup, ils me contrôlent. Mais l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils me contrôlent sur la ruelle de mon travail. Ça veut dire la boulangerie, le café, tout le monde me connaissait. Et ils me contrôlent comme ça. Mettez-vous sur le côté. Ils commencent à me fouiller, m'écarter les gens. Dieu merci, c'est les gens du café et de la boulangerie qui sortent. En mode, vous avez pas honte. Ils commencent à crier.
Et du coup, il y a même les gens les clients, ils voient ça. Dieu merci, ils étaient là. Parce que ils leur ont fait cette honte, en fait. Ils leur ont donné cette honte de dire, voilà, on le voit tous les jours, c'est un salarié, il travaille, on le voit tous les jours, vous le contrôlez pourquoi? Pourquoi vous le contrôlez? Parce qu'il est noir. Ils ont fait basculer la honte de côté, parce que je pense que pour toi, c'est un peu humiliant aussi de là. Ah déjà, je sors du travail, c'est ma ligne droite. Je sors du travail, 5 pas, je me fais contrôler. Je peux voir mes collègues, je peux voir ma RH. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce comportement? Ils vont se dire pourquoi il me contrôle, il est connu, alors qu'en vrai, rien. C'est juste à la gueule, en fait. À la gueule, et ils ont bien eu honte. Après, ils essayent de sympathiser. Ah, t'es dans l'informatique, les JO. T'as même pas envie de discuter, là. T'as même pas envie de leur répondre, t'as envie de leur dire, mais ça me donne même pas envie de vous aider pour les JO, ça me donne envie que de me casser parce que regarde ce que vous faites. Après, vous sympathisez alors que vous n'étiez pas dans une optique de sympathiser. Donc, Mais Deep, vous l'avez, je t'ai coupé, mais Deep, vous l'avez géré comment à l'école? Du coup, il y a eu les émeutes. Bah justement, en fait, c'était la fin de l'année scolaire. Ce qui explique d'ailleurs les émeutes, en grande partie, c'est que pour beaucoup de gamins, en fait, avaient plus cours, donc ils étaient libres. Et j'ai appris la triste nouvelle, moi, qui m'a vraiment, à la fois, ça m'a mis très en colère, je pense comme plein de gens, et à la fois, ça m'a abattu, je dirais, d'un point de vue de la tristesse, hein, sans mauvais jeu de mots. C'est au moment où on corrigeait le brevet du collège, justement. Donc il n'y avait plus cours. Et donc, moi, j'en ai reparlé avec mes élèves à la rentrée. À la rentrée, j'ai pris... Ah, oui, parce qu'il y a eu les vacances entre-temps. Et voilà, je leur avais fait une petite activité en éducation civique. Alors, c'était quoi les sujets importants? Qu'est-ce qui vous a marqué cet été? Il y a eu plusieurs choses qui s'étaient déroulées. Et en fait, une grande majorité aussi bien au lycée qu'au collège, parce que moi, comme je suis remplaçant, j'ai la chance d'être à la fois sur 2 établissements, sur 2 niveaux très différents, bref. Et ils ont tous été marqués par ça, tous. Néanmoins, quand même, avec des différences d'appréciation, un peu comme maintenant, et c'est souvent sexué ou genré aussi. Entre les hommes et les femmes? Entre les garçons et les filles plutôt, voilà. Et effectivement, on va trouver plutôt chez les garçons, attention, hein, j'ai pas fait d'enquête, j'ai pas fait un sondage, c'est juste dans les discussions qu'on a eues, voilà. Effectivement, il y a eu à la fois une plus forte identification en fait sur le cas de Naël, et puis davantage tendance soit à justifier, soit à rigoler. Ils le vivent eux-mêmes Ou alors ils vont le vivre, ou alors ils savent que si on est, encore une fois, si on a un garçon, un jeune homme, et de toute façon on l'a tous vécu, ce que tu as dit, malheureusement, voilà, c'est incontournable dans cette société et dans ce pays. Tu sais que tôt ou tard, tu vas te confronter à la police, et tu sais que ça va pas toujours bien se passer. Et tu sais aussi que tu n'auras pas toujours de la chance. Donc, ce qui explique complètement, en fait, ce côté d'identification, de projection, de colère. Et je ne suis pas là ni pour justifier, ni pour condamner, hein. Moi, je dirais à la fois, la colère, je la partage à 2000%. Après, bon, je suis plutôt quelqu'un de... Voilà, moi, j'exprime différemment. Si je peux écrire, je peux intervenir. Je vais avoir d'autres moyens de m'exprimer, je crois, jusqu'à présent. D'autres ne l'ont pas forcément. Donc, après, c'est vrai que voilà, certains vont estimer, mais pourquoi, en fait, ils tirent contre notre camp? Pourquoi est-ce qu'ils vont détériorer des écoles, des centres de loisirs, des centres culturels qui vont servir à nous, qui vont servir aux petits, qui vont servir aussi à nos anciens également? Oui, moi, ça aussi, je peux l'entendre. Mais je ne vais pas non plus servir la soupe à ceux qui veulent stigmatiser, parce qu'on a eu ça. En fait, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on appelle un retour du bâton. Tout le discours qu'on a aujourd'hui, à la fois... alors, sur les immigrés et autres, ça fait un moment qu'il y a le discours de stigmatisation. Mais ce discours très dur que vous avez peut-être suivi là sur l'école, voilà, on veut mettre l'uniforme, on veut les faire marcher au pas, tous ceux qui sont des perturbateurs, on va saboter leur dossier, comme ça ils ne pourront pas aller dans les options qu'ils souhaitent, etc. En fait, c'est un peu la conséquence des émeutes en réalité. C'est la conséquence dans le sens où on a un gouvernement, on a des autorités qui ne veulent pas entendre la colère, qui ne veulent pas entendre qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'on a aussi eu comme discours qui était complètement à côté de la plaque après les émeutes? C'est en gros, oui mais attendez, on a déversé des milliards, rénovation urbaine, etc. Et en fait, on voit que ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien de donner de l'argent. Mais attendez, ils ont donné de l'argent à qui? C'est les promoteurs immobiliers qui se sont fait de l'argent. Là, quand il y a eu les destructions, les reconstructions de cités, c'est les promoteurs immobiliers. Ils n'ont pas mis de l'argent dans les poches des familles populaires. C'est pas comme ça que ça s'est passé.
Donc il y a tout un discours qu'il faut démystifier, justement. Il y a eu un discours en disant qu'il n'y avait aucun lien entre la pauvreté et les émeutes. D'accord, entre la précarité et les émeutes. Sauf que, dans tous les quartiers en fait, où ça s'est mobilisé, où ça s'est soulevé, où il y a eu des destructions, etc., c'est des quartiers de pauvreté, en fait, où il y a des grandes disparités sociales entre le centre-ville et la cité. Donc il y a un lien, en fait. Les discriminations, elles sont accentuées par cette précarité-là. Oui, non, mais en fait, il y a un lien. Il y a un lien entre la colère qui s'est exprimée et la question sociale. Et ça, justement, ceux qui ne veulent pas régler les problèmes, ils font comme s'ils n'existaient pas. Donc il faut... On va parler un petit peu après, c'est vrai qu'on est court et c'est un sujet quand même très intéressant, je pense qu'on pourra en parler 3 heures, des politiques où parfois on a l'impression qu'ils sont dans leur trou d'ivoire, nous. Ça a été récupéré par beaucoup d'extrêmes aussi, tant par l'extrême gauche que par l'extrême droite, et on a l'impression qu'on veut prendre nos voix à tout prix et parfois on n'est pas compris ni par l'un ni par l'autre. C'est un peu compliqué, mais on va essayer quand même de pas trop parler politique et de recentrer un petit peu le débat sur le social. Les discriminations, comme toute discrimination, je pense qu'elles sont genrées. Tu pouvais en parler avec tes élèves, toi, la façon dont vous avez vécu les choses. Concernant les garçons, on a pu l'évoquer au début, il y a aussi cet échappatoire de l'argent facile, de la drogue, on va dire les mots comme ils sont. Moi je les voyais, les garçons dès le collège qui étaient bons à l'école et qui disparaissaient comme ça du jour au lendemain parce qu'ils étaient happés par cet appel-là. C'est lié aussi encore une fois à la précarité. C'est pourquoi faire des études quand on a l'impression qu'on peut gagner bien sa vie juste en appelant quelqu'un quand la police arrive. Est-ce que toi tu l'as vécu, ça, cet appel de dire pourquoi tu veux faire ton bac S, pourquoi tu veux faire tes études alors que tu peux te faire de l'argent facilement avec nous? Moi, sans vous mentir, après, bon, c'est pas... Je conseille vraiment de... C'est enregistré. Hein, de pas suivre... Bon, après, bon, c'est de pas suivre le chemin que j'ai eu. J'ai pas un chemin parfait, mais j'ai pas aussi un chemin de bandit. Je suis pas du tout un bandit, loin de là. Je suis pas du tout un bandit. Mais je conseille vraiment de... C'est très difficile, parce qu'il y a aussi une part, c'est très, très, très difficile, mais de pas pencher vers ce chemin-là. Parce qu'à partir du moment où ton nom est dans leur base de données, entre guillemets, à la police, et où tu t'es fait arrêter ou autre, et peu importe ce que tu vas faire, ils vont jamais oublier. C'est-à-dire que tu seras toujours considéré comme l'affaire que tu as eue étant petit. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des bêtises quand j'avais 14, 15, 16, 17. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en paye les conséquences. Genre. Alors que... Dans quelle manière? Dans le sens où, par exemple, des contrôles de routine, donc moi, ça me fatigue plus, ou je peux être avec n'importe qui, par exemple, ça peut être des gens, des clients, par exemple, ou autres, ça m'est arrivé avec des clients ou autres, où genre, vous savez, ils posent cette question, êtes-vous connu des services de police? T'as pas envie de dire oui, t'as envie de dire non. Et du coup, souvent, ceux qui essayent d'éviter un peu ce problème-là, on va dire non. Et quand ils vont taper ton nom et ils vont voir, ils vont changer de comportement, les mains en l'air, sortir de la voiture, ils commencent à te menotter et tout, juste pour faire une vérif parce que t'as pas forcément un papier ou autre, et ils vont commencer à fouiller la voiture. Parce qu'en fait, t'as un antécédent qui fait que ça va te rattraper. Et du coup, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est ça en fait. Et le conseil vraiment que j'ai à donner, c'est même si c'est difficile, en vrai, c'est pas le bon chemin à suivre parce que quand tu voudras changer, ça va toujours revenir sur place et on va toujours te faire comprendre que tu as fait ça, donc tu es ça en fait. Peu importe ce que tu fais, tu peux faire un doctorat, tu peux être docteur, ingénieur, je sais ce que tu veux. Ils vont toujours te faire rappeler que tu es le petit noir de cité qui a fait ça étant petit, ou tu es le petit arabe de cité qui a fait ça étant petit. Il y en a beaucoup dans ce cas-là, je suis pas le seul. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. Après, malheureusement, tu as aussi des amis d'enfance, eux, ils ont fait leur séjour en prison et tout. C'est pas des mauvaises personnes, hein. C'est juste que moi, comment je pourrais les défendre, j'ai un ami à moi actuellement qui y est, il connaît rien d'autre. Il postule, il trouve pas de travail. Il essaie de s'en sortir, il trouve pas de travail. La seule manière de faire de l'argent, c'est l'illégal. Il va en prison, il essaie de se réinsérer, c'est compliqué. C'est difficile, je dis pas que c'est un truc à faire. Moi, je lui ai dit là, dès qu'il sort, c'est fini pour lui, moi je serai sur lui. Mais d'un côté aussi, il faut pas les comprendre. Mais faut être comment je dirais? Faut être nuancé. Voilà, dans le sens où c'est pas facile. Toi, du coup, à Djenaya, je voulais un peu parler du côté plus des filles, des femmes qui ont grandi en banlieue, en cité.
on est préservé hein, de plus de la violence, des trafics, etc. On n'a pas trop envie de nous mettre le nez dedans et tant mieux. Pour autant, je pense qu'on a aussi nos lots de discrimination à nous. Est-ce que tu ressens une certaine double peine au fait d'être une femme? Déjà, dans la société en général, on est discriminé. Là, le fait d'être une femme venant de banlieue, est-ce que des fois, il y a la double peine de tant, quand je suis en dehors des banlieues, bah, je suis stigmatisée parce que je suis une femme, mais quand je suis dans ma banlieue, il y a aussi certaines injonctions qui nous sont propres quand on est femme? Très honnêtement, moi, c'est pas des choses sur lesquelles j'ai été à me questionner. Moi, c'est surtout au niveau de ce que je fais aujourd'hui. J'entreprends, j'ai 2 entreprises, j'ai des salariés. Et c'est vrai que le fait que je sois noire, voilée et vivant dans le 93, j'ai pas les mêmes chances, ou en tout cas, on me prend moins au sérieux qu'une autre femme qui est blanche et qui a une entreprise. J'essaye de faire des choses pour m'en sortir, pour que l'entreprise grandisse, etc. Mais je sais que c'est hyper difficile. J'ai une amie qui travaille dans un réseau où ils accompagnent les entrepreneurs justement à trouver des investisseurs, etc. Et quand je parle avec ces personnes-là, ces investisseurs ou quoi, la première chose qu'on me demande, c'est qu'on me dit plutôt, c'est « Ah, tu as une marque pour les Noirs? Ah, c'est pour les femmes noires ce que tu fais ?» Alors que pas du tout. Genre, parce pourquoi? que t'es noire, tu Parce devrais que t'adresser aux noirs. Ouais, pas du tout en fait. Ma marque elle s'adresse à tout le monde, mon école elle s'adresse à tout le monde. Et j'en ai parlé récemment sur TikTok. J'ai montré un petit peu comment se passait ma journée dans mon entreprise. Et il y a une fille qui a commenté et qui a dit « Ah, c'est dommage », une blanche hein, je précise. « Ah, c'est dommage, dans ton entreprise, il y a que des noirs et des voilés. » Alors que pas du tout. Hein. Genre, il y a des blanches. Et j'ai répondu, je lui ai dit « Mais attends, c'est une grosse blague. » En quoi déjà de 1, ça dérange qui et pourquoi qu'il n'y ait que des noirs et des voilés? Et pourquoi quand c'est nous qui entreprenons et qui recrutons des personnes qui se font rejeter de partout, ça dérange? Et puis toi, t'es qui pour dire qu'il y a trop de noirs, il y a trop de voilés? Enfin, parce que ce serait pas indigné si c'était des blancs. C'est lunaire. Genre dans les entreprises où il n'y a que des blancs, tu dois chercher, tu dois fouiller le seul noir ou le seul arabe. On leur dit rien, mais nous, genre, quand on essaye justement de s'en sortir et de recruter, parce que moi je ne les recrute pas selon leur couleur de peau, je les recrute selon leurs compétences, parce que dans mon entreprise il y a majoritairement des noirs ou des voilés, on vient me casser les bonbons. Non, franchement c'est abusé. Et encore une fois, ces personnes-là qui parlent, c'est qui? C'est les blancs, tu vois. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas nous reprocher de créer nos propres entreprises et de s'embaucher entre nous. Alors que voilà, pour nous, parce que c'est une conséquence en fait de la discrimination plus haut. Bien sûr. Il y aurait plus de mixité dans ton entreprise si pas toutes ces personnes-là, n'étaient pas rejetées en amont par les entreprises. Exactement. Ces réalités-là, j'en ai vraiment conscience aujourd'hui, de par mon activité, de ce que je fais, etc. Et à cause des réseaux sociaux aussi. Alors que pour moi, c'était pas un problème d'être noire, d'être voilée et de vouloir d'être ambitieuse tout simplement. C'était pas un problème, mais aujourd'hui, il y a la réalité qui me rattrape. Je me permets du coup de répondre à ma propre question. En tant que femme qui vient de banlieue, moi je l'ai un peu plus vécu que toi. Ce côté-là où, en fait, si, je pense que moi en tout cas, en tant que femme de banlieue, c'était soit la nonne, soit la pute, un petit peu. Il y avait ce truc-là de quand t'es une femme qui grandit en banlieue, en tout cas avec nos cultures à nous, cultures étrangères, si on mettait un short un peu trop court ou pas trop collant opaque, ou si on embrassait un garçon, on était très vite des putes. Il y avait aussi beaucoup de réalités. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est des femmes c'est des filles, d'ailleurs c'est des petites filles, qui se sont fait abuser dans les caves, des tournantes, des choses comme ça, qui étaient une réalité des banlieues en bas des cités. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas des filles faciles ou des filles qu'on a harcelées à l'époque parce qu'on les pointait du doigt et on disait non, mais c'est elle le problème. Alors qu'en fait, je pense que c'était des filles qui étaient tout simplement manipulées. J'ai parlé à aucun garçon avant mes 20-21 ans parce que c'était cette réalité de si tu parles à un garçon, t'es pas une fille bien. Et il y avait comme il y avait cette pression-là chez les garçons d'être un garçon bien, c'est sur la violence, sur la drogue, etc. Nous, j'avais l'impression que c'était sur la façon de s'habiller et la façon de gérer sa sexualité, ça devrait être 2 choses totalement intimes normalement, mais il y avait cette pression. Et tant quand je sortais, du coup quand après dans le supérieur, je suis partie à Paris, là j'étais quand même la fille banlieue, donc encore une fois il y avait ce stigmate-là de t'es plus impulsif que les autres, tu parles un peu plus mal, c'est pas joli pour une fille, t'es trop violente, tu viens du 93. Et quand je suis en banlieue, t'es trop libérée ou t'es trop...
enfin, on a toujours le cul entre deux chaises. Je sais pas si toi, Nedji, tu le vois, ces choses-là, avec tes élèves filles, où elles sont pointées du doigt plus facilement, où elles ont peur de s'habiller. On a vu aussi les débats, on pourrait parler. Tant les crop tops, ça dérange, tant le voile et la baya, ça dérange. Comment on fait pour se construire quand on est une fille en banlieue? Il faut leur demander, je vais pas parler à leur place. La question de l'égalité filles-garçons, hommes-femmes, nous on l'aborde dans le cadre de nos cours. Et contrairement à ce que certains peuvent penser ou dire, moi j'ai constaté une très grande évolution entre ma génération, encore une fois, là je fais le vieux, ça me fait pas plaisir, mais je fais pas le prof, hein, j'espère pas. La vôtre et puis celle justement qui arrive. Et moi ça me rend plutôt optimiste là pour le coup. Ouais. Parce que justement, à la fois les filles et les garçons acceptent moins, même si ça n'empêche pas parfois des petites blagues ou des petites remarques, ils acceptent moins ce que nous en fait on a vécu. Dans le milieu dans lequel on a grandi, hein, où c'était uniquement la maman à la maison qui fait à manger, le ménage qui s'occupait de nous, etc. etc. Aujourd'hui, la question du partage des tâches ménagères, domestiques, je pense qu'elle est davantage intégrée chez plein de jeunes en fait, qui arrivent. En conclusion, on peut parler des deux, de fracture et de richesse sociale. Il faut surtout ne pas oublier les bons côtés. Je suis optimiste aussi, comme tu l'as dit. Je pense qu'on va y arriver, même si le gouvernement et les politiques ne sont pas toujours de notre côté. Mais en tout cas, nous, on essaie de se donner les moyens. On en est tous la preuve ici. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Deep. Merci à tous et à très vite tout le monde.